Merci, soyez le bienvenu. Donc, Monsieur Koyalebo, que je suis, Koyalebo Amele, je suis responsable, je suis en charge des questions consulaires à l'ambassade. Je suis aussi en charge de la gestion des Congolais de l'étranger, information presse et aussi tout ce qui est technique. D'accord. Voilà. Alors, au regard de cette responsabilité que vous jouez sur la question relative à la situation consulaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur la situation actuelle d'octroi de visa ici à l'ambassade? La situation actuelle, si nous parlons de maintenant, il n'y a pas tellement de grands problèmes. Il y a juste que dans les 3 dernières semaines, nous avons reçu un très grand nombre de demandes de visa. Des gens qui voyagent pour la RDC, en grande partie de Britanniques d'origine congolaise. C'est-à-dire ce sont nos frères et sœurs qui ont été d'abord des Congolais, qui ont changé de nationalité, qui sont devenus des Britanniques et qui veulent aller visiter la RDC. Donc, en moins de 3 semaines, ça a commencé vers la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Nous avons reçu un volume très important de gens qui ont fait la demande de visa. Qui peut aller à combien? Qui peut aller, en tout cas, c'est au-delà de 1000. 1000 demandes. C'est au-delà de 1000. D'habitude, notre ambassade reçoit aux alentours de 300 à 400 demandes par mois. Oui. Ça, c'est en moyenne. En temps normal. En temps normal, il y a des périodes où nous recevons moins de 50 par mois. Il y a des périodes comme ça, mais il y a des périodes où nous recevons dans les 300 et quelques. C'est rare que nous atteignions ce chiffre-là en 2-3 semaines. Mais vous allez poser la question si l'ambassade était outillée pour ça. Bien sûr que l'ambassade est outillée pour ça. Je peux avouer ici qu'il y a eu aussi un problème peut-être de communication avec la communauté. Nous les appelons la communauté, hein. C'est des Congolais qui sont devenus britanniques. Nous les considérons comme nos frères et sœurs. Mais néanmoins, qui demeurent toujours Congolais parce qu'ils les rattachent toujours à l'ambassade de la RDC. Hein. Juridiquement parlant, nous ne pouvons pas parler des Congolais. Ils ne sont pas des Congolais. Ce sont des Britanniques, mais qui sont d'origine congolaise. Sur papier. Sur papier, et vous savez que ce qu'on dit s'envole, ce qui est écrit reste. Ce sont des Britanniques, des Français, des Belges d'origine congolaise. C'est-à-dire, en regard de la loi, ils ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers, mais d'origine congolaise. Qui néanmoins qui ont toujours les rattaches au Congo, qui restent toujours congolais. L'attache au Congo est supportée par les éléments administratifs que l'on adjoint à la demande de visa. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la famille au Congo, c'est cette famille-là qui lui fait un engagement de prise en charge, et on voit clairement que ce sont des gens qui sont d'origine congolaise. Nous allons parler de cette question de prise en charge. La question de prise en charge, justement, ça gêne et ça dérange. Je vois mal comment un Congolais né au Congo, parce qu'il a obtenu un passeport britannique, et vous lui demandez une prise en charge alors que toute sa famille est au Congo. C'est lui qui nourrit même sa famille au Congo, mais vous lui demandez une prise en charge. Oui, c'est-à-dire que la prise en charge, le certificat ou l'attestation d'engagement de prise en charge, c'est un terme technique qui est utilisé sur un élément administratif par la Direction générale de migration du Congo. C'est un nom technique. Ce document-là qu'on appelle engagement de prise en charge, vous pouvez le traduire comme invitation, comme lettre de sponsor, comme les Anglais l'appellent. En France, on l'appelle lettre d'invitation, et dans d'autres pays, on lui donne des noms différents. Mais chez nous, la DGM a choisi d'appeler ce document-là, c'est un formulaire de 2 pages, de l'appeler engagement de prise en charge. Et à la dernière page, au verso de ce document-là d'engagement de prise en charge, il est clairement écrit que ce document ici n'est pas une garantie, n'est-ce pas, de ressources financières ou de subsistance pour la personne qui demande. Donc c'est juste un terme technique. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui vous invite au Congo
vous prend en charge, ça veut dire vous paye l'hôtel, vous fait à manger et tout. Mais il y a un élément très important à retenir sur le document de ce qu'on appelle engagement de prise en charge. L'engagement de prise en charge, vous allez voir que sur la demande de visa, le formulaire de demande de visa, on demande, par exemple ici à Londres, à la rubrique numéro 21. Donc, on demande le nom, le poste-nom et le prénom de la personne qui prend en charge l'invité, moral ou physique. Host, sponsors, details. Ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez, il y a des endroits dans le monde où il y a des attentats, il y a des accidents, il y a des problèmes. Vous allez vous étonner que, par exemple, en France, pour prendre un exemple, un attentat a lieu ou il y a un accident a lieu. 48 heures après, 24 heures après, l'ambassade, la mission diplomatique des ressortissants qui sont victimes dans un pays étranger, publie le nombre de ces ressortissants qui ont été victimes, qui sont répertoriés dans les hôpitaux, par exemple. Ce chiffre-là vient effectivement de cet élément-là, de ce document-là qu'on appelle prise en charge. Ça veut dire ceci. Un citoyen britannique qui va au Congo, vous connaissez, chez nous, nous sommes un pays de l'Afrique, malgré tous les efforts qui sont déployés pour faire élever ce pays-là, mais nous avons encore des problèmes, nous avons encore du chemin à faire par rapport à la communication, par rapport au repérage des individus qui circulent sur le territoire. Ce que vous faites, c'est que quand vous allez dans un pays étranger, parce que le Congo c'est un pays étranger pour un Britannique, l'ambassade britannique devrait savoir, en cas de problème, qui contacter en RDC pour savoir où est tel individu. Et c'est ça l'importance de ce document-là. Donc, quelque part, c'est exigé par la direction des migrations de chez nous, mais aussi exigé par le pays hôte. D'accord. Voilà. Exigé par le pays hôte, on sait que ça, c'est une formalité traditionnelle existante dans toutes les chancelleries du monde. Exact. Maintenant, par rapport au cas spécifique de la RDC aujourd'hui, qui a imposé le système de prise en charge? Est-ce que c'est l'ambassade ou c'est l'autorité administrative à Kinshasa? Ça, c'est une très bonne question. Au départ, nous devons comprendre ceci. Dans tous les pays du monde, la matière d'immigration relève du ministère de l'Intérieur, que nous appelons chez nous. Ici, en Angleterre, on l'appelle le Home Office. Dans d'autres pays, il y a d'autres noms. C'est-à-dire que le visa est accordé par Kinshasa et délivré par l'ambassade. Donc, l'ambassade prend le dossier, transmet à Kinshasa, et c'est à Kinshasa que les autorités décident que telle ou telle autre personne a le droit. C'est-à-dire après investigation de chaque cas. Exactement, c'est traité au cas pour cas. Vous avez ici un recueil des textes législatifs et réglementaires du corps des diplomates de la RD Congo. Vous verrez que c'est depuis les années 62 que les règles d'immigration en RDC ont été créées par nos pères, ceux qui ont créé tout notre système, tout notre appareil politique et administratif. Donc, ce n'est pas l'ambassade qui édicte les règles d'obtention de visa. C'est Kinshasa qui donne la permission à un individu de visiter le territoire congolais, de circuler sur le territoire, d'être admis sur le territoire congolais. Et c'est Kinshasa qui émet les règles, les conditions. Ça n'a rien à voir avec l'ambassade. Ça n'a rien à voir avec l'ambassade. L'ambassade ne fait qu'exécuter des règles qui sont par ailleurs universelles. C'est-à-dire Kinshasa ne fait pas des règles non plus en isolation, c'est-à-dire que Kinshasa fabrique ses règles à lui et puis impose. Non, au contraire, Kinshasa est toujours en symbiose avec les réglementations internationales, le droit universel, voilà, le droit international et écoute aussi les organismes, les institutions qui s'occupent des migrations de gens. Donc la question des migrations, c'est pas une question simple, c'est une question très 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 sensible. Et permettre à quelqu'un d'aller sur un territoire, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de commercial, ni de négociable. Mais il y a des choses qui doivent être peut-être expliquées aux gens pour que les gens comprennent que l'immigration dans un territoire autre est toujours sujette à des conditions. D'accord, mais au Congo, ça sème un peu la confusion. Qui est l'autorité compétente au Congo qui réglemente l'autorisation de visa?
Vous avez parlé de la DGM, de la NER parfois et Affaires étrangères, ministère de l'Intérieur, finalement on ne sait pas qui est qui. D'accord. Le ministère des Affaires étrangères s'occupe de la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Nous avons une ambassade et au sein de l'ambassade, par rapport à l'importance de la mission dans un pays hôte, il y a des départements et des services qui y sont représentés, les départements de notre pays qui y sont représentés. Il faut nous dire que notre diplomatie vient quand même de très loin. Depuis 2001, qu'on a eu l'accord de Sun City, les autorités se sont fait une feuille de route pour relever notre politique, relever notre pays. C'est sur tous les plans. Il faut mettre ça dans cette optique-là. Et c'est depuis 2001 que petit à petit, les autorités réintroduisent des règles qui existaient depuis, mais qui ont été, je pourrais dire, un peu négligées, parce que notre pays a connu des périodes de troubles pendant longtemps, depuis les années 90, où les ambassades fonctionnaient un peu comme ça, un peu abandonnées. Et c'est depuis 2001 que petit à petit des réformes ont commencé, enfin des règlements ont commencé à être réintroduits dans le fonctionnement. Il faut prendre d'abord ça dans ce sens-là. Mais deuxième chose, c'est que le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère qui est responsable de la circulation des individus sur le territoire congolais. C'est le ministère de l'Intérieur qui régule la circulation. Cependant, quand vous avez une mission diplomatique à l'étranger, ce n'est pas que le ministère de l'Intérieur doit avoir des agents directement à l'étranger. C'est-à-dire, ça passe, il y a des mécanismes qui sont faits dans le ministère où on envoie des attachés qui viennent en tant que de fonctionnaires pour le compte du ministère de l'Intérieur et aider. Parce que ceux des Affaires étrangères ne sont pas tous outillés dans tous les domaines. Voilà. Donc le ministère de l'Intérieur fixe les règles. Et au ministère des Affaires étrangères, nous avons une commission nationale d'octroi de visas. C'est une commission qui rassemble des techniciens, des techniciens du ministère de l'Intérieur. Alors le ministère de l'Intérieur, vous allez me dire, direction de migration. C'est ça la NER, la DGM. La sûreté de l'État, les gens qui s'occupent de l'intelligence et les gens qui s'occupent... On parle un peu plus de la DGM qui octroie les visas. La DGM... L'autorisation. Oui, mais écoutez, il n'existe aucun pays au monde où un étranger sur papier y arrive et les services de sécurité ne sont pas au courant. Les services de sécurité doivent savoir qui est entré sur son territoire. C'est normal. Donc, que ce soit les services de sûreté qui sont sous l'égide du ministère de l'Intérieur, la Direction générale des migrations et les autres directions qui s'occupent de la sécurité, qui s'occupent de l'immigration, sont tous sous le ministre de l'Intérieur. Donc, c'est un même département. Donc, la commission d'octroi de visas, la commission nationale d'octroi de visas qui siège au ministère des Affaires étrangères, tout simplement parce que les ambassades envoient les détails des demandeurs de visa au ministère des Affaires étrangères, au lieu que la procédure soit longue, c'est-à-dire que le ministère scanne ces documents, les envoie par voie administrative à d'autres départements comme le ministère de l'Intérieur. On a trouvé bon que le ministère siège au ministère des Affaires étrangères, comme ça écourte un peu le circuit de traitement de dossiers. Donc il y a des gens du ministère de l'Intérieur, je ne peux pas vous donner des détails précis, qui est qui, mais en tout cas des techniciens du ministère de l'Intérieur qui siègent au ministère des Affaires étrangères régulièrement pour traiter les demandes qui sont envoyées là-bas. D'accord. De manière pratique, nous avons compris, pour terminer ce premier point, c'est la DGM, c'est le ministère des Affaires étrangères. Maintenant, de manière pratique, pour terminer ce point, la DGM, pourquoi ça met du temps justement pour donner des autorisations de visa, du moins pour les ressortissants britanniques et de Londres? D'accord. D'accord. Ça met du temps, à peu près combien de temps? Les Congolais se plaignent ici, ils disent que bon, il y en a qui ont même perdu le billet, c'est la raison même qui explique ce qui s'est passé dernièrement. D'accord. Les incidents que nous avons constatés récemment, c'est en fonction de cela. Voilà. Il y a en diplomatie un principe qu'on appelle celui de réciprocité. Ça veut dire que dans un pays hôte, le traitement que le pays hôte, c'est que le pays hôte fait à nos ressortissants, les avantages qu'on leur accorde,
et si on peut appeler ça les désavantages qu'on leur accorde, ce sont les mêmes que le Congo accorderait aussi aux autres. Ça veut dire Là, ceci. vous voulez parler de la réciprocité entre le Royaume-Uni et la RDC. Je vais vous expliquer Oui. concrètement. Il y a ceci. Si la France met un mois, Si l'Angleterre met un mois, je vais donner un exemple. Nous sommes en Angleterre, c'est Si l'Angleterre met un mois oui. pour délivrer un visa aux ressortissants congolais qui veulent visiter l'Angleterre, Ceux qui sont au Congo, l'ambassade les Congolais au Congo, c'est ça? des Congolais au Congo qui veulent Venir visiter en l'Angleterre. Yes. Si l'ambassade britannique met un mois pour traiter leur dossier, Vous en mettez aussi un? l'ambassade congolaise en Grande-Bretagne met aussi un mois pour traiter ce dossier-là. Ah bon. C'est simple. Parce que ce n'est pas pour... c'est pas ici pour accuser le gouvernement britannique. Cela a toujours Ils été ont- ainsi depuis des décennies ou c'est une nouvelle disposition qui entre en vigueur? Ce n'est pas une nouvelle disposition. Ça, ce sont des dispositions qui sont partout. Qui sont partout. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que, quand vous avez des compatriotes qui ont changé de nationalité, qui sont devenus britanniques, que j'appelais ici des frères et des sœurs, on regarde toujours cela avec un autre œil. Mais on ne peut pas quand même faire de la discrimination quand les conditions de visa générales sont édictées pour tout le monde. Alors, j'ai compris de manière technique. Donc de la manière demande de théorique. visa à l'ambassade de la RDC à Londres, selon les instructions, prend au moins 15 jours ouvrables en attendant l'autorisation de Kinshasa. Il y a un communiqué qui est ici affiché dans nos bureaux à la réception qui date de février 2015. C'est-à-dire, selon les instructions de la centrale, il n'y a pas de visa qui soit traité en moins de 15 jours ouvrables. Cela dit, il peut y avoir de cas spéciaux, de cas spécifiques, où le requérant est l'invité, par exemple, du gouvernement congolais ou des institutions de chez nous. Nous avons des instructions qui viennent de la centrale pour dire délivrer le visa à telle personne. Parce que de toutes les manières, c'est eux qui décident qui a le visa et qui ne l'a pas. D'accord. Alors, on a compris sur cet angle-là. Maintenant, essayons d'aborder un peu le cas de l'incident que nous avons tous constaté, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il paraît qu'il y a des filières qui octroient des visas. Il y a des mamans qui sont venues faire des désordres devant la porte de l'ambassade. Est-ce que toutes ces bousculades-là, ce n'est pas l'ambassade qui est derrière? Non. Alors, merci beaucoup surtout pour cette question-là. Oui. Nous avons en Angleterre des agences. Ce sont des compagnies de droit britanniques qui ont des accréditations de leurs institutions qui permettent à telle ou telle firme de transporter des identités des gens. Parce que vous savez que l'Angleterre est un pays assez singulier quand il en vient à l'identité des gens, n'ayant pas de carte d'identité nationale. Alors, il y a une réglementation stricte sur ça. C'est-à-dire, un individu ne peut pas se balader avec 5-10 passeports des gens sans en avoir une accréditation du gouvernement britannique. OK. Il y a ces agences-là qui existent. Mais il s'est fait que dans notre communauté, il y a des individus qui se sont posés en intermédiaire entre le requérant et l'ambassade. Je dis entre les Congolais, les communautés congolaises. Entre les Britanniques d'origine congolaise qui Voilà. veulent obtenir le visa pour aller au Congo Et et l'ambassade. Alors qu'est-ce qu'ils font? Nous avons fait des enquêtes. Nous avons des témoignages écrits. Témoignages écrits. Même quand vous êtes venus aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus se plaindre. Ils citent des noms, ils donnent des documents. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des individus dans la colonie qui prennent le dossier des gens, leur disant que les conditions d'obtention des visas sont tellement difficiles que vous ne saurez pas accéder à l'ambassade. Ben, comment ça se négocie? Ils prennent 150, 200 livres, 300 livres pour un visa de 6 mois, de 60 livres. Ils prennent auprès de ces requérants et l'amènent à l'ambassade. Nous avons des gens qui voyaient un Et individu. ils amènent ce montant-là que vous citez là? Ils amènent, oui. Le montant là de 200 livres? Non, il n'amène pas ce montant-là. Lui, il vient payer pour un visa de 60 livres, mais lui, il a pris 150, 200, 250, il l'a mis dans sa poche, mais il introduit pour la personne qu'il a soi-disant mandaté. Ok. Maintenant, quand ces gens introduisent ce demande-là, l'ambassade n'exigeait pas jusque-là que les individus viennent introduire les demandes de visa eux-mêmes.
Donc, quelqu'un peut introduire par la poste, peut envoyer par la poste, peut envoyer son frère, un ami pour venir introduire pour lui. Nous avons constaté cela. Mais il y a un élément très important. Il s'est fait que les visas pour aller en RDC qui sont délivrés, je parle d'abord de notre ambassade à nous, en Angleterre, nous avons des évidences documentées. C'était des visas qui n'étaient, tous les visas n'étaient pas obtenus, surtout pour les membres de notre communauté, n'étaient pas obtenus de manière régulière. Est-ce qu'il y a des gens à la cité qui falsifiaient le visa congolais? Je n'en ai pas de preuves. Est-ce qu'il y avait de complicité interne à l'ambassade? Je suis sûr, parce que nous pouvions voir que ces vignettes-là de visa étaient bien des vignettes qui ressemblaient aux nôtres. Vous cherchez, vous trouvez que ce sont des vignettes qui ressemblaient aux nôtres. Mais il y avait des noms et il y avait des références qu'on ne retrouvait pas dans les databases, dans la base de données de l'ambassade. Quand l'ambassadeur, son Excellence Marie Njeka est arrivé, on a fait un état des lieux et on a présenté le problème. C'est elle qui a demandé qu'on devrait mettre fin à ces pratiques-là. À ces filières parallèles. À ces filières parallèles qui étaient un peu partout. Une des manières de mettre fin à cela, c'était d'abord que nous sécurisions les vignettes de visa que l'ambassade émettait. C'est la grande innovation qui arrive. Exactement. Nous nous étions rendus compte qu'en fait, ces vignettes de visa-là étaient facilement falsifiables. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait copier ça, fabriquer une vignette et sans pour autant accuser nos frères de la communauté. Mais vous savez que la fraude, même le passeport britannique, on en fabrique. C'est-à-dire on fait la fraude avec ça. Donc pour falsifier une vignette de demande de visa pour aller au Congo, ce n'était pas aussi difficile que ça. Alors madame l'ambassadeur a mis le paquet. Nous avons contacté des compagnies ici qui sont en charge d'impression de ce qu'on appelle des imprimés de valeur et qui impriment même la monnaie d'ici. Et on les avait contactés. Nous avons dit, ok, pour qu'il n'y ait pas trop de différence entre les vignettes, est-ce qu'il y avait moyen de recopier la forme de vignettes que nous avions déjà pour qu'il n'y ait pas trop de changements? Parce qu'on dirait, ah mais au Congo on change toujours à tout moment. Donc nous avons fait un travail qui a pris beaucoup de mois, je crois 3 mois, pour recopier l'ancienne vignette et y ajouter des éléments de sécurité, comme le standard international le demande. Et c'est ce que nous avons fait, et sans évidemment faire bruit, c'est-à-dire on n'a pas informé les gens, et on a préparé ces vignettes-là, et les vignettes ont été lancées le 15 juin de cette année. Le 15 juin. Le 15 juin. Quand nous avons lancé les vignettes le 15 juin, exactement 2 semaines après, il y a eu 2 incidents à l'aéroport de Heathrow. C'est-à-dire il y a eu un groupe de gens qui a été intercepté par le service de contrôle de l'immigration britannique. Et ils ont contacté l'ambassade pour dire, voilà, nous avons mis la main sur un groupe de gens, c'était une famille de 7 personnes qui voyageaient avec un autre couple, et ils ont dit, ok, voilà, nous avons mis la main sur des vignettes. Selon les spécimens que vous nous avez envoyés, ça ne correspondait pas. Et en vérifiant, effectivement, on a vu que c'était des vignettes qui n'étaient même pas répertoriées à l'ambassade. Et ces 9 personnes-là, je le présume, vont pleurer et aller rentrer dans les filières qui leur avaient obtenu le visa. Pour dire que voilà, on nous a arrêtés, nous avons perdu nos billets, et on nous dit que ce visa n'était pas de bon visa. Et la semaine qui a suivi cet incident, nous avons enregistré en un jour 200 et quelques demandes. C'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire en 2 semaines, nous avons enregistré plus de 1000 personnes qui venaient faire l'accueil ici. Et de ces 1000 et quelques personnes, nous en avons interrogé quelques-unes qui ont avoué, non, moi j'étais victime, j'ai été aussi à la cité, donner ma demande à quelqu'un, et ça a traîné 2-3 semaines, maintenant la personne me l'a remis, c'est pourquoi je viens faire ça. Mais vous voyagez quand? Ah ben je voyage dans 1 semaine. On me dit, mais il n'y a pas de visa qui puisse être obtenu en moins de 15 jours ouvrables. C'est-à-dire vous avez perdu du temps à aller à la cité,
Bah, maintenant, il faut soit que vous changez votre date de départ, ou soit vous annulez le voyage. Mais l'ambassadeur a pris le problème à cœur parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait des centaines et des centaines de gens qui étaient dans le cas. C'est-à-dire des gens qui avaient confié leur dossier à des filières parallèles. Et après, ces filières leur ont remis leur passeport, se rendant compte que les vignettes de visa étaient changées. Et c'est comme ça qu'on a eu cet afflux-là. Maintenant, il fallait gérer. L'ambassadeur a dit, est-ce qu'il y a moyen de voir dans quelle mesure, une fois qu'on a envoyé le message à Kinshasa, de traiter ce cas de gens qui ont des billets fixes, qui avaient déjà des dates bouclées, pour qu'on les serve. Et c'est ça l'effort que nous avons fait pendant les 2-3 semaines, par lequel vous voyez des foules ici. C'est-à-dire nous servions des gens jusqu'à 22h en attendant le rapport, le message d'avis favorable de Kinshasa. Et chaque fois que le message arrivait, donc nous tentions de servir tout le monde. J'aimerais quand même épingler un incident. C'était le 26 juillet de cette année. Il y a une dame qui s'est présentée. Je ne vais pas citer son nom, mais je vais vous donner ses initiales. C'est-à-dire, ses initiales sont JTK. Cette dame a introduit sa demande le 7 juillet. Et le 26 juillet, elle s'est présentée. 19 jours plus tard. 19 jours calendaires, mais pas 14 jours ouvrables, pas 15 jours ouvrables. Elle s'est présentée Cette donnée technique, il faut bien l'expliquer. Exactement. Donc, elle s'est présentée le 26 juillet. Quand elle se présente le 26 juillet, c'est parce qu'elle-même l'avoue, parce qu'elle a écrit. Elle dit que non, elle vient dire, bon, écoutez, moi je viens pour retirer mon visa, tout ça, je voyage, tout ça. Et à la réception, on lui pose la question, donnez la référence de votre dossier. On vérifie, c'était pas encore 15 jours. On lui dit non, ce n'est pas possible d'avoir votre visa aujourd'hui. Revenez au moins le vendredi ou la semaine qui va suivre. Et là, nous sommes quel jour? Là, nous sommes le 26, mercredi 26 juillet. On lui demande de venir le vendredi. Voilà. La dame se dit, ça veut dire que moi je vais rater mon avion. On dit non, revenez quand vous aurez 15 jours ouvrables. Et à la porte, il y avait une masse de gens. Ça c'est un autre problème, c'est-à-dire qu'on donne des tickets aux gens pour qu'ils s'alignent, mais à un moment donné, les gens perdent de patience et ne respectent pas, et puis ils s'agglutinent là à la porte. Et la dame a un problème de santé, problème respiratoire. Et quand on lui a annoncé, je crois avec la pression et le stress, elle est tombée. Les paramédics sont venus, l'ont prise, et puis après, elle est revenue le 28. Et c'est la dame que nous avons vue dans les images. C'est la dame que vous avez vue dans les images. Écoulée, exactement. Il y a même, je penserais que ce sont vos confrères qui ont publié un article sur Internet pour dire que la dame habitait à 200 km de Londres, la dame avait perdu 3000 livres, ainsi de suite. Ce qui n'est pas vrai. La dame est venue le 26, quand elle est partie. Le 28, elle est revenue. Et si vous comptez... Elle est revenue vivante. Elle est revenue vivante. Parce qu'elle n'est pas décédée. Elle n'est pas décédée. Elle est revenue le 28. Et le message d'avis favorable de cette dame a été transmis le 22 par Kinshasa. Et le temps que l'ambassade dépouille, elle a obtenu son visa le 28. C'est-à-dire son visa sortait le 28, exactement 15 jours ouvrables après. C'est-à-dire que le jour où elle est tombée, son autorisation était venue de Kinshasa déjà un jour avant. Un jour, et était en dépouillement. Et était en dépouillement. En donc, traitement. Même vous ne le saviez pas encore. Nous ne le savions pas. Et elle faisait déjà sa crise. Parce que madame l'ambassadeur a organisé les services tels que... Quand bien même je suis responsable de ce service-là, je n'ai pas le contrôle de tout le circuit. Nous avons des collègues qui travaillent sur d'autres domaines, sur les dossiers, qui eux sont indépendants. C'est-à-dire je ne peux pas être au fou. Je peux pas influencer cela. Voilà. Donc la dame, son visa a été accordé le 28 juillet, 15 jours ouvrables après, et vous pouvez vérifier indépendamment aux affaires étrangères. Je peux vous donner les références de cette dame-là. Elle est maintenant à Kin, je crois. Et sur son billet, elle avait acheté un billet, elles étaient deux sur ce billet-là, 2 personnes. Elle était deuxième personne sur le billet. Le billet coûtait 840 par personne.
Sa date de départ, c'était le 5 août. Le 5 août. Le 5 août. Pendant que déjà le 23, elle était en crise. Exactement. Donc elle n'avait pas raison de le faire. Elle n'avait pas raison de le faire et on lui a dit revenez vendredi, revenez 15 jours ouvrables après, certainement que vous trouverez votre visa. Et puis c'était ça l'incident. Bon, maintenant, il y a une certaine presse qui a pris cet élément-là, la vidéo, a publié pour dire des choses qui n'étaient même pas vérifiables. Même pas vérifiables. La police ici, quand elle est venue, la police a accès à nos caméras de surveillance. Nous avons toutes les images et la personne est venue le vendredi et elle a fait un témoignage pour dire que elle apprend des gens, bon ça je ne sais, elle apprend des gens qu'elle est décédée, des choses comme ça. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a cherché. Donc, il y a une désinformation quelque part. Il y a une désinformation quelque part. D'accord. Alors nous acheminons vers la fin. Nous allons chuter dans le cadre de notre entretien. Mais j'aimerais que vous épingliez ici, avant de terminer, des grandes innovations qui arrivent depuis l'arrivée de Madame l'ambassadeur ici. Alors, d'abord, la première grande innovation, c'est cette vignette sécurisée qui a des éléments ultraviolets, des éléments de microécriture, tout ça, des filigranes et tout ça. Ça, c'est d'abord une très grande innovation parce que ça permet quand même à notre pays d'avoir un certain contrôle pour que les gens ne falsifient pas facilement les documents, ce qu'on appelle chez nous des imprimés de valeur. La deuxième innovation, bon, ce n'est pas des innovations comme telles, mais c'est plutôt une volonté à faire avec les moyens qu'on a pour avoir des services qui sont à un certain niveau. Nous sommes en train de travailler sur la possibilité d'automatiser le rendez-vous de demande pour que la communication entre les requérants et l'ambassade soit fluide. C'est-à-dire que si tout va bien, dans les prochains jours, personne ne viendrait plus à l'ambassade à sa volonté, venir dire ben, je viens chercher mon visa ou je viens faire une demande. C'est-à-dire vous devrez prendre un rendez-vous comme ça se fait dans d'autres ambassades. Donc, les gens vont prendre rendez-vous sur Internet et c'est le jour de votre rendez-vous que vous êtes reçu. Bien. Et puis voilà. Et le jour de votre retrait, vous aurez un rendez-vous avec une référence et vous présentez cette référence. Vous êtes convoqué à 1 heure et vous venez récupérer. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, autre chose plutôt, c'est que elle s'est vraiment investie dans l'informatisation du système de visa. Déjà que le visa a été saisi à l'ordinateur, mais elle a voulu que tout le système, tout le circuit de traitement soit autonomisé et automatisé. Et vraiment, elle y a mis le moyen. Elle y a mis le moyen et nous y travaillons. Sauf que comme nous étions à une période où subitement on a eu une très grande demande, donc nous attendons que ça se tasse un peu. Déjà dès la semaine prochaine, nous rentrons sur le projet et pour finir ça le plus tôt possible. Alors pour terminer, j'aimerais vous donner maintenant un dernier mot. Mais avant ce dernier mot, j'aimerais savoir comment vous vous y prenez aujourd'hui pour donner une autre image de l'ambassade positive, de l'ambassade qui travaille, de l'ambassade qui donne une image par rapport à cette image mal perçue aujourd'hui par les Congolais, quoi que vous les appeliez aussi, vous les appelez les Congolais de l'étranger. Oui, merci beaucoup. Somme toute, l'image est très mal partie. Hein. C'est oui. Partout qu'on parle de Londres. Oui. L'ambassade du Congo à Londres. Oui. Je présume que ce n'est pas partout comme ça. Je ne saurais pas, je ne sais pas alors, si ce n'est pas partout comme ça. La question, oui. Donc, l'image de l'ambassade de la RDC à Londres, je pense que nous devrions avoir un peu de recul. Vous pouvez quand même confirmer qu'elle a été ternie là. Elle a été ternie par des désinformations. Voilà, monsieur René, vous êtes journaliste, vous avez une carte de presse, vous avez un réseau, et quand vous faites une demande d'audience, l'ambassadeur vous reçoit. Vous présentez votre carte de presse et on vous reçoit. Le problème dans nos communautés, c'est que
ce n'est pas qu'on interdit ou sinon on est contre le fait que des gens se débrouillent pour survivre. Mais un journaliste est un journaliste. Un agent de presse est un agent de presse. Et nous devons cesser avec cette culture-là où tout le monde veut faire tout. S'improviser. C'est-à-dire que quelqu'un vient à l'ambassade, il y a un incident qui est indépendant de sa responsabilité, il prend un film, il va sur Internet, il poste et il met des choses et les gens commentent. Et ça va. Et parfois, une certaine presse reprend ces éléments sans même recoupement, comme vous le dites dans votre jargon journalistique, sans recoupement, sans vérification. Les gens publient ces choses-là. Bon, moi je pense que c'est l'intention, c'est ce que nous appelons dans notre, on appelle ici Congo bashing. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque chose que le Congolais fait, il y a des gens qui s'amusent comme ça, qui se plaisent à désinformer les choses, qui ne font pas le travail comme il le faut. Par rapport à l'image de l'ambassade, en tout cas, notre ambassade à Londres vient de loin. Moi, je suis en poste depuis 2003 et je peux vous affirmer, je suis témoin et j'ai vécu de moments noirs dans notre ambassade. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ambassade où il y a des salles de réunion, il y a un immeuble, c'est décent. Sans pour autant épingler le fait que ce sont des sacrifices que les chefs de mission consentent, parfois en comprimant d'autres dépenses, d'autres charges, en sacrifiant d'autres charges pour relever cette image-là. Mais on ne peut pas faire plus et on le fait petit à petit. Revenons à la question de visa. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vous ai parlé à un moment donné des efforts que le gouvernement introduit petit à petit depuis 2001 par palier pour remettre le pays sur la voie. On injecte ce changement-là petit à petit. Ces conditions de visa ont été édictées depuis 2014, qu'elles ont été en vigueur. Et chaque année qui passe, le secrétaire général et les autorités envoient des instructions précises pour dire maintenant allez à tel niveau. Implement à tel niveau. Mettez ça maintenant à tel niveau. Maintenant on exige ceci, on exige cela. Ce sont des conditions qui sont là publiques et que les gens devaient se renseigner avant de faire une demande de visa. L'achat d'un billet d'avion que vous aurez acheté et que vous aurez bouclé inchangeable ne garantit pas l'obtention d'un visa. L'agrégation la présentation de tous les éléments de demande de visa que vous allez introduire ne garantissent pas l'obtention de visa. Pour la simple raison que d'abord c'est une décision souveraine, mais on ne veut pas dire que la commission là-bas va s'amuser à refuser des visas aux gens. Non, nous avons aussi besoin que des gens visitent la RDC parce qu'ils amènent des moyens qui font aussi avancer notre pays. Donc, il y a des règles qui sont des règles quasi universelles qui sont appliquées dans toutes les ambassades. Seulement chez nous, nous avons une communauté, une colonie qui procède un peu beaucoup plus par des rumeurs que par des vérifications. Vous êtes venus aujourd'hui, vous avez vu des gens qui sont là-bas. Ce sont des gens qui ont introduit leur demande. Ils vous diront, ah, mais j'ai introduit ma demande, ça fait un mois. Et vous vérifiez? Non, mais quand est-ce que vous avez votre reçu? Oh non, non, mais le reçu, il est chez mon ami à qui j'avais confié mon dossier. Donc, c'est un intermédiaire. Ils sont des vingtaines là. Et quand on vérifie dans le système, non, mais la personne a introduit la semaine passée. On dit, mais maman, vous avez introduit la semaine passée, vous ne saurez pas avoir le visa maintenant. Ah, mais non, j'ai déjà acheté mon billet. Mais vous avez recouru à un intermédiaire qui vous a littéralement escroqué, qui vous a rançonné, pour bien dire le mot. Mais néanmoins, c'est l'image de l'ambassade qui passe là, qui passe dans ces genres de filières, justement, l'image négative de l'ambassade. Si l'ambassade n'était pas une institution, l'ambassade dénoncerait ces intermédiaires-là. Mais vous comprenez que l'ambassade est une institution. L'ambassade ne peut pas prendre l'initiative d'aller entrer dans les relations personnelles que les gens ont avec des intermédiaires. On ne sait pas qui a servi leur rang. L'ambassade ne peut pas porter plainte. L'ambassade ne peut pas porter plainte parce que ces gens-là ne portent pas préjudice à l'ambassade. Ils portent préjudice aux requérants,
qui ratent Mais les ils voyages. viennent de faire le désordre devant le port de l'ambassade. Oui, ces gens viennent faire le désordre. Les gens viennent faire le désordre pour la simple raison C'est le qu'ils nom ne de veulent pas l'ambassade. qu'ils ne veulent pas assumer. C'est le nom de l'ambassade qui passe en premier lieu. Monsieur René, moi, je vous confie un document pour que vous me l'introduisiez quelque part. Vous avez pris du retard pour introduire ce document-là. Et du coup, ça me préjudicie, je ne sais pas voyager. Est-ce que je m'en prends à la destination ou je m'en prends à l'intermédiaire? À l'intermédiaire, c'est ça le problème. Mais le problème, l'ambassade en tant qu'institution ne sait pas dans quelle relation vous et moi nous avions eu en amont. Oui, mais le dilemme ici, c'est que c'est le nom de l'ambassade qui est répercuté. Par ces gens-là qui veulent camoufler leur forfait, Bien entendu. qui veulent camoufler leur... Ce sont des crimes, hein, vous savez. Voilà. Ce sont des crimes. Et pourquoi à ce moment-là, l'ambassade ne peut pas prendre des mesures, justement, judiciaires à l'égard de ces gens-là? Ben, nous sommes dans un pays étranger. C'est-à-dire que il est possible que sur instruction des autorités, que l'ambassade puisse entrer dans cette affaire entre l'intermédiaire et le requérant. Il est possible. Et l'ambassadeur a introduit la règle selon laquelle ne peut plus introduire des documents pour quelqu'un d'autre qu'une agence agréée par les autorités britanniques. Ça, c'est un. On a introduit cela depuis le mois de juillet. Ce qui fait que sous les références, sous les reçus des gens, quand vous venez introduire un dossier, il faut que la carte de paiement que vous effectuez, et ça j'ai sauté même un autre incident. C'est-à-dire, il y a des individus qui viennent introduire des dossiers. Un individu vient avec 20 dossiers, 30 dossiers, il introduit. Il utilise sa carte à lui, sa carte bancaire, il paye pour ces gens-là. Parce qu'ils ont payé l'argent dans son compte. Ils ont payé l'argent dans son compte. L'incident a eu lieu au mois de juin. Et l'ambassade, la banque de l'ambassade convoque, demande à l'ambassadeur de dire, ben, écoutez, il y a un monsieur... Qui est en train de payer beaucoup d'argent. Non, un monsieur a réclamé que sa carte lui a été subtilisée et qui a été utilisée pour payer des choses dans votre ambassade à telle date. On vérifie effectivement, la personne avait fait un paiement d'un millier de livres, quelques milliers de livres, pour des demandes de visa. Mais le problème, c'est celui-ci. C'est un intermédiaire qui a amené ces dossiers-là. Et à l'époque, nous ne mettions pas le nom de la personne qui faisait le paiement. Parce qu'il y a un reçu et on vérifie que oui, l'argent est bien entré. Mais on ne sait plus, sous le plan juridique, incriminer la personne qui a fait le paiement parce que nous n'avons pas son identité. Donc l'ambassade rembourse l'argent. Et l'ambassadeur a dit, ah voilà, c'est toujours en lien avec cette filière-là. Qu'est-ce qu'on a fait? Les gens ne viennent plus payer pour d'autres personnes. Et ça, on a introduit le 15 juin. Et parce que les agences ont des comptes business, des comptes de compagnie, et les agences ont des étiquettes qui sont bien répertoriées, c'est bien réglementé. Donc les agences n'ont pas de problème. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a dit non. Quand vous venez, la personne qui paye l'argent, son nom est repris sur le reçu. Voyez-vous? Donc, il y a eu, il y a eu de cas où l'ambassade a été victime et on a vite corrigé l'affaire parce qu'on a remboursé l'argent à la banque de ce monsieur-là et on a servi les gens. Voilà, on a servi les gens et donc aujourd'hui on peut considérer qu'il y a de l'accalmie auprès de requérants, tous ceux qui viennent demander le visa. Et donc nous allons conclure justement notre entretien avec votre dernier mot. Quel est le dernier mot que vous pourriez donner justement actuellement à tous les requérants, à tous ceux qui pourraient accepter ou avoir l'intention d'aller visiter la RDC ou qui seraient tentés de venir encore demander le visa à l'ambassade de la RDC à Londres? Le dernier mot. Merci beaucoup. J'inviterai la communauté que nous appelons la communauté des Congolais de l'étranger, tous nos frères et sœurs qui sont devenus des Britanniques, mais qui sont Congolais d'origine, qui veulent visiter le Congo, première chose, s'il vous plaît, venez de par vous-même introduire votre dossier de demande de visa. Si vous avez un problème, une urgence, posez le problème et l'ambassade saura toujours comment vous assister. Ça, c'est un. Évitez de recourir à des gens, des intermédiaires. Ça ne sert à rien de recourir à des intermédiaires.
introduisez votre dossier en bonne et due forme. S'il y a des éléments qui manquent, complétez ces éléments. Et retenez qu'il n'y a aucun visa qui est délivré en moins de 15 jours ouvrables. Les 15 jours ouvrables, ça veut dire tout simplement ceci. Comptez les jours sans compter le week-end et le férié. Ne comptez pas le samedi, ne comptez pas le dimanche, ne comptez pas le jour férié qu'on appelle ici en Angleterre le bank holidays. Supposons que vous avez introduit votre dossier un lundi. Vous comptez 5 jours jusqu'à vendredi, vous sautez, vous comptez 5 jours jusqu'à la semaine qui suit, et l'autre semaine, ça vous fait à peu près 3 semaines calendaires. Donc, préparons nos voyages à temps, mais s'il y a des cas de deuil, il y a toujours des cas où des compatriotes vont pour des deuils, tout ça. Pour ce cas-là, vous présentez-vous, posez le problème, et Londres sait contacter la commission à Kinshasa pour qu'on vérifie à Kinshasa qu'il y a bien un deuil, et on vous accordera le visa dans un bref délai. Mais s'il vous plaît, ne recourez pas au service des intermédiaires. Parce que ces intermédiaires, comme je venais de le dire ici, peut-être on n'a pas tout élagué. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des problèmes. Ils vous disent, il a introduit le dossier, il ne l'a pas introduit, soit il l'a introduit incomplet, et ça préjudicie beaucoup. Pour les incidents qui se sont passés ici, l'ambassade n'y est pour rien. L'ambassade n'y est pour rien, d'autant plus que M. René, le journaliste qui est venu ici, pour des raisons de clarification, nous pouvons lui présenter des documents, des preuves, pour tous les cas que vous avez vus dans les sites sur Internet, dans les réseaux sociaux. Nous avons des preuves administratives. Mais vous savez, nous ne pouvons pas étaler les identités des gens ici, parce que ce sont des choses quand même qui sont régulées. Nous sommes une institution, mais parce que vous êtes journaliste, si vous voulez faire une investigation, nous pouvons, sous réserve, vous présenter des éléments et vous pouvez faire votre enquête librement, et nous sommes disposés à le faire, comme vous êtes d'ailleurs admis ici pour cette interview. Merci, M. Talebo, et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.